Bonjour Émilie, bonjour Benoît. On va commencer avec vous, Émilie. Alors d'abord un constat issu de vos réflexions. Où est-ce qu'on en est après ces 18 mois qui ont été un peu particuliers et qui ont fait bouger les lignes sur la question des salariés aidants, puisque beaucoup de salariés aidants se sont retrouvés travailler à un autre endroit que l'entreprise où ils avaient l'habitude de travailler. Micro. Bonjour tout le monde. Marche. Oui. Donc effectivement, vous avez raison, comme l'a dit également Madame la Ministre, nous pensons que le plan de sortie de Covid est un fabuleux déclencheur pour mieux adresser, mieux répondre à l'enjeu financier des collaborateurs aidants en entreprise. En effet, la crise a permis également de remettre en évidence, s'il en était besoin, le fait que les aidants sont un pilier invisible de notre société. Et c'est pourquoi nous suggérons, au sortir de cette crise, d'investir dans les aidants avec une innovation de rupture. Innovation de rupture, donc. Mais au-delà, où est-ce que ça bloque encore? Quels sont les grands points de blocage? Donc on l'a vu aussi, il y a énormément de choses qui ont été faites pour les aidants, avec notamment le plan national de soutien aux aidants, mais comme on l'a vu avec le baromètre, ça stagne. Et ça stagne dans différents domaines, et notamment par exemple en entreprise, où on a encore beaucoup d'arrêts maladie de complaisance, on a encore beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'essoufflement des équipes où les aidants ne peuvent pas malheureusement assumer leur charge de travail à 100%, et donc des burn-out. On a aussi de grandes difficultés au niveau, par exemple, de la sécurité sociale, où la santé des aidants a un coût de plus en plus important. On sait que quand on est aidant, on a des problèmes de santé physique, musculo-squelettique, on a des problèmes de santé psychique avec l'isolement social, avec les addictions, le manque de sommeil. Et on a également un risque aggravant sur la santé qui est le fait que l'aidant se préoccupe plus de la santé de la personne qui l'aide que de sa propre santé, ce qui amène souvent un report, voire un refus de soins, qui aggrave encore la santé. Donc ça représente un coût supplémentaire pour la sécurité sociale. Et enfin, il y a également des problèmes sur les territoires, puisqu'il y a des investissements qui ont été faits, encore une fois, pour financer et déployer de nombreux soutiens de proximité en région pour les aidants. Et malheureusement, on sait que ces dispositifs sont sous-exploités. Et d'ailleurs, je profite pour faire un petit appel à une mission gouvernementale qui pourrait aider. On sait tout ça, mais on a énormément de mal à trouver des chiffres fiables. Donc, il y aurait déjà un premier élément qui serait d'objectiver tout ça et de mener une action pour avoir des chiffres fiables. Alors ça fait partie des choses qui sont en train d'être faites ici. On a déjà vu les résultats du baromètre. On va voir d'autres travaux qui tentent justement d'objectiver un peu ce qui se passe en entreprise. Au-delà des chiffres, quelles sont les premières pistes que vous avez commencé à explorer? Alors grâce à l'atelier auquel nous avons participé, qui était où on a énormément débattu, on a essayé de faire des propositions concrètes. Et une proposition concrète serait de mettre en place dans les entreprises un modèle de tiers aidance. Un modèle de tiers aidance qui permettrait aux collaborateurs aidants d'aller naturellement et sans peur voir leur RH ou leur manager pour bénéficier d'une aide spécifique qui leur serait dédiée. Un peu comme quand on part à la retraite, on va naturellement voir son RH pour demander des solutions. Voilà, ça serait un peu le même principe. Ce dispositif, il pourrait être financé par la souscription à un contrat spécifique ou par une garantie aidant dans un contrat de prévoyance existant. Et le plan santé, puisque c'est ça le déclencheur, le plan santé pourrait financer ce dispositif avec un régime d'exonération de cotisation de sécurité sociale applicable au financement patronal, comme pour les frais de santé ou la prévoyance. Et là où ça pourrait être intéressant, c'est que cela pourrait se faire par un ajout à la doctrine de la sécurité sociale, opposable aux URSSAF sans modifier la loi d'exonération. Donc ça serait relativement simple, plus simple, plus court. Et on pense que ça pourrait véritablement aider les aidants, puisque ça serait un business model vertueux qui permettrait non seulement de répondre à l'enjeu financier des aidants en entreprise,
tout en limitant les coûts pour la sécurité sociale et en rentabilisant les dispositifs sur le territoire. Merci. Donc une première piste intéressante qui nécessite tout de même de faire bouger un peu de ligne, même s'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la loi, mais qui montre bien aussi que pour prendre en charge cette question, il suffit pas de faire une ou deux mesures, mais il faut avoir une action très très large. On va continuer avec d'autres pistes explorées par l'atelier. Avec vous, Benoît. Donc la première, c'est une nouvelle offre de financement. Oui, je vais juste rappeler qu'il y avait quand même 3 priorités. C'est la simplification à la fois de l'offre, de l'aide et des moyens pour y parvenir. Il va falloir quand même essayer, inciter quand même à simplifier les démarches administratives, c'est important. Oui, c'est pas le premier réflexe en France et pourtant c'est essentiel. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est dit. L'écoute des besoins, la visibilité aussi. Donc du coup, la ministre l'a un petit peu rappelé, c'est la visibilité à la fois des possibles, ce qu'on va appeler des possibles, de ce qui peut être fait, une notion de créativité, et la visibilité de ce qui existe déjà, mais qui n'est pas assez connu. Et donc, du coup, le sondage l'a aussi révélé. À partir de là, oui, effectivement, on pourrait imaginer une offre de financement mutualisé. Donc, du coup, là, on met l'État, on met l'entreprise, on met l'aidant aussi, et on peut mettre aussi des mutuelles ou des organismes équivalents. Par rapport à ça, donc, il est évident, là aussi, qu'une exonération de charges patronales sur de l'aidance avérée peut être incitatif pour les entreprises. L'entreprise peut aussi souscrire une assurance complémentaire et forcément le reste à charge, alors ça c'est quelque chose aussi, France Alzheimer qui nous tient à cœur, le reste à charge de l'aidant doit être supportable, je mets des guillemets, en fonction de ses revenus. Et du coup, par rapport à ça, donc pourquoi pas imaginer un plan d'épargne dépendance que moi je préférerais presque appeler plan d'épargne de perte d'indépendance. On peut l'appeler le PEPI, comme ça. Voilà, le PEPI. C'est un peu dans la même idée qu'un PEL, voilà, plan d'épargne logement. Ça peut être une mise en œuvre automatique à partir d'un âge déterminé ou évolutif en fonction des tranches d'âge, déductible de tout ou partie des cotisations versées au titre de la dépendance, un bouquet de services certifié par l'État, possibilité de transmettre donc ce plan à un proche ou d'en faire bénéficier un proche entré en dépendance, et permettre aussi à l'entreprise de contribuer à travers, par exemple, le versement de RTT ou autre chose. Et évidemment, ce dispositif devrait pouvoir être évalué en vue d'un ajustement potentiel futur. Voilà, il y a autre chose aussi comme offre de service adaptée. Je continue. On a parlé de l'expérimentation des TC-APSA. Alors, cet acronyme n'est pas très heureux. TC-APSA, ce sont les techniciens coordinateurs de l'aide psychosociale de l'aidant. Et c'est assez intéressant parce que du coup, c'est un dispositif réactif et personnalisé. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et là, on touche du doigt, alors là aussi, ce que France Alzheimer essaye d'obtenir depuis très très longtemps, c'est un peu la notion de guichet unique où on a des professionnels formés qui savent s'adapter, orienter et accompagner en fait la personne. Du coup, on remet la personne en fonction de ses besoins. Voilà, et on décloisonne aussi le sanitaire et le médico-social, ce qui est important. Et du coup, on retrouve l'idée d'expertise patient. Et on va plus parler de parcours de vie plutôt que de parcours de santé, ce qui était aussi intéressant. Voilà, et là, comme l'a dit aussi Émilie, c'est quelque part, ça peut être générateur d'économies substantielles pour la sécurité sociale si on se préoccupe aussi de la santé de l'aidant. Alors le TC-APSA, donc ce technicien coordinateur de l'aide psychosociale aux aidants, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant ça existe surtout dans le public, donc ça serait aussi le développer dans le privé ? Ça serait le développer dans le privé. L'expérimentation à Bordeaux n'est pas forcément dans le public, je ne crois pas. Voilà. Et du coup, oui, ce sera un peu le généralisé. C'est quand même assez intéressant que une personne soit réactive, à l'écoute des besoins et propose un parcours personnalisé, adapté à la personne, adapté à la situation propre de l'aidant. C'est quand même,
Enfin, on n'a pas l'impression d'inventer l'eau tiède, mais c'est quand même intéressant. Bien. Ben, merci pour ces premières propositions, Émilie et Benoît. Nous allons maintenant voir les propositions du deuxième atelier qui portait sur un sujet différent, qu'a évoqué d'un mot d'ailleurs Madame la Ministre, qui est la mobilisation des PME. Et donc j'appelle à me rejoindre Laurent Delannoy. Laurent est chef d'entreprise, il dirige Avencode, qui est une start-up niçoise, si j'ai bien suivi, sous-traitance du numérique par des salariés handicapés. Et puis Vin Ngo, qui est directeur général du Centre Interentreprise et Artisanale de Santé, le CIAMT, qui est un organisme de médecine du travail avec près de 100 médecins et 50 infirmiers et infirmières. Alors, on va commencer avec vous, Laurent. Qu'est-ce qui est différent côté PME et TPE pour les salariés aidants? Est-ce qu'il y a une spécificité au-delà de tout ce qui est évoqué sur le versant entreprise? Dans le cadre d'une entreprise à taille humaine, il existe une certaine proximité où on peut assez facilement identifier un décrochage ou certaines fragilités. À contrepartie, en tant que chef d'entreprise, j'ai vraiment très peu de temps à passer sur chaque sujet. Et donc, à partir de là, toute aide nous serait utile pour pouvoir déjà préserver l'activité et permettre de mettre en place un plan d'accompagnement qui permettrait d'accompagner justement en prenant en compte les spécificités de chaque cas de salarié aidant, tout en lui permettant justement de préserver une activité pérenne et l'activité aussi pérenne de l'entreprise. C'est-à-dire que dans une TPE, une PME, garder les salariés, c'est un enjeu... C'est même primordial parce qu'il est assez difficile de remplacer un collaborateur ou une collaboratrice à pied levé. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir identifier au plus tôt la situation et pouvoir prendre en compte les spécificités, comme il a été dit précédemment que chaque cas est très spécifique, dans le but justement de cet aspect qui est aussi important pour l'entreprise que pour l'aidant, de préserver l'activité. Côté mutualisation, vous avez des idées un peu plus précises ou c'est juste un besoin que vous ressentez en tant que chef d'une entreprise à taille humaine, pour reprendre votre expression? La mutualisation est un levier qu'il faut mettre en place quand on est sur des entreprises assez petites. Et donc à partir de là, j'ai eu plaisir déjà à prendre connaissance du guide de l'aidant que la Mutuelle Générale édite dans le cadre de ce colloque, et qui va me permettre déjà à moi de sensibiliser et d'informer l'ensemble de mes collaborateurs. Après, il y a un autre sujet qui est apparu lors des ateliers qui est très très intéressant, c'est ce qu'on appelle les vigies aidantes, et qui seraient des ressources qualifiées et formées, voire mutualisées entre plusieurs entreprises, et qui, en cas d'identification d'un cas, d'un besoin d'une personne aidante, pourraient permettre de monter un plan en prenant en compte déjà au plus tôt, pour éviter justement d'avoir des difficultés à remplacer ou de mettre en risque l'activité, et surtout d'accompagner dans le temps le fait qu'on puisse, toujours la même chose, préserver l'activité et permettre à l'aidant d'avoir encore une activité salariale. On rejoint un dispositif qui n'est pas très différent dans l'esprit de ce que racontait juste avant Benoît sur le TCAPSA, d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment travailler spécifiquement là-dessus. Vin, qu'est-ce que vous avez proposé avec les participants de l'atelier 2 comme type d'action justement mutualisée? Alors, bonjour Jean-Marc. Nous avons 3 suggestions à vous faire. Une démarche de proximité, avoir une approche ludique et surtout démultiplier l'information et la prévention. La démarche de proximité, ce doit être la moins chronophage possible pour les chefs d'entreprise, grâce à une information packagée auprès des salariés, le faire savoir par l'ensemble des réseaux locaux et de conseils, notamment les médecins du travail et les experts comptables. On reviendra plus tard. L'approche ludique du type de serious game, chaque fois que c'est possible, pour lever les freins et pour passer le cap de l'indifférence. Démultiplier l'information et la prévention nous semble important, surtout en mode digital, utiliser tous les moyens possibles et de façon gratuite et pérenne. Donc ça rejoint aussi ce qui ressortait de la présentation du baromètre, c'est la nécessité vraiment de transmettre l'information, de la faire percoler pour que les salariés aidants
déclarent et pour que les managers prennent en compte cette situation. Qu'est-ce que vous avez identifié? On a parlé déjà de la notion de déclencheur. Qu'est-ce que vous avez identifié comme déclencheur susceptible de permettre d'avancer? Alors, avec nos amis du groupe, nous avons identifié 2 types de déclencheurs possibles. Redéfinir la notion d'aidant, pour vraiment une définition universelle, applicable à l'ensemble des entreprises, quelle que soit la taille. L'idée est de pouvoir s'entendre sur une base commune, concrète, non restrictive, qui permettrait une analyse de la situation réelle du salarié à chaque fois, et surtout de mettre en place une prise en charge effective, efficiente dans le cadre d'un maintien d'activité tant pour le salarié que pour les entreprises. Là, il faut dire, c'est aussi ce que disait la ministre tout à l'heure quand elle disait qu'elle avait étudié pourquoi est-ce que il y avait si peu de recours au dispositif aidant. Il y a aussi une définition qui, pour l'instant, est un peu restrictive et pas très opérationnelle. Oui, mais on voit bien que comme les freins pour le handicap, il y a aussi le deuxième point qu'on a identifié par le groupe, c'est aussi de s'appuyer sur les réseaux. Les réseaux, c'est très important. On a identifié des acteurs, notamment les médecins du travail, les professionnels de santé au travail, les services de santé au travail. Il faut absolument s'appuyer sur eux parce qu'un médecin du travail est capable d'écouter, d'entendre, repérer, surtout un repérage précoce qui nous est nécessaire et vraiment très, très efficace. C'est donner un rôle plus actif aux médecins du travail que ce qui est parfois vu dans certaines entreprises. Tout à fait. Et puis surtout, ça nous permettrait dans ce cas-là de nous remplir nos missions qui sont vraiment de conseiller l'entreprise, toute l'entreprise. Merci Vin, merci Laurent de vos suggestions et de vos propositions.